Hello vous! J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous êtes en forme, prêts à encaisser parce que Emma va encaisser, c'est une certitude. La semaine dernière, on a laissé Rodolphe qui allait clairement mettre un énorme plan à Emma sans lui dire au revoir, vraiment. Je sens qu'il va disparaître en un éclair de sa vie sans rien lui dire et je sens qu'elle va très mal le vivre. Donc écoutez, ça sert à rien de gagner du temps, il va falloir qu'on y passe. Allons-y pour Emma. C'est dans un truc... Ah, c'est pour Frodon. Je pensais à une citation dans le Seigneur des Anneaux, voilà, c'est pour Frodon. Nous en sommes au chapitre 13 de la partie 2. À peine arrivé chez lui, Rodolphe s'assit brusquement à son bureau, sous la tête de cerf faisant trophée contre la muraille. Mais, quand il eut la plume entre les doigts, il ne sut rien trouver, si bien que, s'appuyant sur les deux coudes, il se mit à réfléchir. Emma lui semblait être reculée dans un passé lointain, comme si la résolution qu'il avait prise venait de placer entre eux tout à coup un immense intervalle. Alors, afin de ressaisir quelque chose d'elle, il alla chercher dans l'armoire, au chevet de son lit, une vieille boîte à biscuits de Reims où il enfermait d'habitude ses lettres de femme, et il s'en échappa une odeur de poussière humide et de roses flétries. D'abord, il aperçut un mouchoir de poche, couvert de gouttelettes pâles. C'était un mouchoir à elle, une fois qu'elle avait saigné du nez en promenade. Il ne s'en souvenait plus. Il y avait auprès, se cognant à tous les angles, la miniature donnée par Emma. Sa toilette lui parut prétentieuse, et son regard en coulisses du plus pitoyable effet. Puis, à force de considérer cette image et d'évoquer le souvenir du modèle, les traits d'Emma peu à peu se confondirent en sa mémoire, comme si la figure vivante et la figure peinte, se frottant l'une contre l'autre, se fussent réciproquement effacées. Enfin, il lut de ces lettres. Elles étaient pleines d'explications relatives à leur voyage, courtes, techniques et pressantes, comme des billets d'affaires. Il voulut revoir les longues, celles d'autrefois. Pour les trouver au fond de la boîte, Rodolphe dérangea toutes les autres. Et machinalement, il se mit à fouiller dans ce tas de papiers et de choses, y retrouvant pêle-mêle des bouquets, une jarretière, un masque noir, des épingles et des cheveux. Des cheveux! De bruns, de blonds, quelques-uns même s'accrochant à la ferrure de la boîte, se cassaient quand on l'ouvrait. Ainsi, flânant parmi ses souvenirs, il examinait les écritures et le style des lettres, aussi variés que leurs orthographes. Elles étaient tendres ou joviales, facétieuses, mélancoliques. Il y en avait qui demandaient de l'amour et d'autres qui demandaient de l'argent. À propos d'un mot, il se rappelait des visages, de certains gestes, un son de voix. Quelquefois, pourtant, il ne se rappelait rien. En effet, ces femmes, accourant à la fois dans sa pensée, s'y gênaient les unes les autres et s'y rapetissaient, comme sous un même niveau d'amour qui les égalisait. Prenant donc à poignée les lettres confondues, il s'amusa pendant quelques minutes à les faire tomber en cascade de sa main droite dans sa main gauche. Enfin, ennuyé, assoupi, Rodolphe alla reporter la boîte dans l'armoire en se disant « Quel tas de blagues !» Ce qui résumait son opinion, car les plaisirs, comme des écoliers dans la cour d'un collège, avaient tellement piétiné sur son cœur que rien de vert n'y poussait. Et ceux qui passaient par là, plus étourdis que les enfants, n'y laissaient pas même, comme eux, son nom gravé sur la muraille. « Allons, se dit-il, commençons. » Il écrivit. « Du courage, Emma, du courage. Je ne veux pas faire le malheur de votre existence. » Après tout, c'est vrai, pensa Rodolphe. J'agis dans son intérêt, je suis honnête. Avez-vous mûrement pesé votre détermination? Savez-vous l'abîme où je vous entraînais, pauvre ange? Non, n'est-ce pas? Vous alliez confiante et folle, croyant au bonheur, à l'avenir. Ah, malheureux que nous sommes, insensés! Rodolphe s'arrêta pour trouver ici quelques bonnes excuses. Si je lui disais que toute ma fortune est perdue. Ah non, et d'ailleurs, cela n'empêcherait rien, ce serait à recommencer plus tard. Est-ce qu'on peut faire entendre raison à des femmes pareilles? Il réfléchit puis ajouta. Je ne vous oublierai pas, croyez-le bien, et j'aurai continuellement pour vous un dévouement profond. Mais un jour, tôt ou tard, cette ardeur, c'est là le sort des choses humaines, se fut diminuée sans doute. Il nous serait venu des lassitudes, et qui sait même si je n'aurais pas eu l'atroce douleur d'assister à vos remords, et d'y participer moi-même puisque je les aurais causés. L'idée seule des chagrins qui vous arrivent me torture, Emma. Oubliez-moi. Pourquoi faut-il que je vous ai connue? Pourquoi étiez-vous si belle? Est-ce ma faute? Oh mon Dieu, non, non, n'en accusez que la fatalité. Voilà un mot qui fait toujours de l'effet, se dit-il. Ah, si vous eussiez été une de ces femmes au cœur frivole comme on en voit, certes, j'aurais pu, par égoïsme, tenter une expérience alors sans danger pour vous. Mais cette exaltation délicieuse, qui fait à la fois votre charme et votre tourment, vous a empêché de comprendre, adorable femme que vous êtes, la fausseté de notre position future. Moi non plus, je n'y avais pas réfléchi d'abord, et je me reposais à l'ombre de ce bonheur idéal, comme à celle du mancenillier, sans prévoir les conséquences. On va peut-être croire que c'est par avarice que j'y renonce.
Oh, n'importe, hein, tant pis, il faut en finir. Le monde est cruel, Emma. Partout où nous eussions été, il nous aurait poursuivis. Il vous aurait fallu subir les questions indiscrètes, la calomnie, le dédain, l'outrage peut-être. Oh, l'outrage à vous, oh! Et moi qui voudrais vous faire asseoir sur un trône, moi qui emporte votre pensée comme un talisman, car je me punis par l'exil de tout le mal que je vous ai fait. Je pars. Où? Je n'en sais rien, je suis fou. Adieu, soyez toujours bonne, conservez le souvenir du malheureux qui vous a perdu. Apprenez mon nom à votre enfant, qu'il le redise dans ses prières. La mèche des 2 bougies tremblait. Rodolphe se leva pour aller fermer la fenêtre, et quand il se fut rassis... « Il me semble que c'est tout. Ah, encore ceci de peur qu'elle ne vienne à me relancer. Je serai loin quand vous lirez ces tristes lignes, car j'ai voulu m'enfuir au plus vite afin d'éviter la tentation de vous revoir. Pas de faiblesse. Je reviendrai et peut-être que plus tard nous causerons ensemble très froidement de nos anciennes amours. Adieu. » Et il y avait un dernier adieu séparé en 2 mots. Adieu, ce qu'il jugeait d'un excellent goût. « Comment vais-je signer maintenant ?» se dit-il. « Votre tout dévoué ? Non. Votre ami ? Oui, c'est cela, votre ami. » Il relut sa lettre, elle lui parut bonne. « Pauvre petite femme, pensa-t-il avec attendrissement. Elle va me croire plus insensible qu'un roc. Et il lui fallut quelques larmes là-dessus, mais moi, je ne peux pas pleurer, ce n'est pas ma faute. » Alors, s'étant versé de l'eau dans un verre, Rodolphe y trempa son doigt et il laissa tomber de haut une grosse goutte qui fit une tache pâle sur l'encre. Puis, cherchant à cacheter la lettre, le cachet « Amor nel cor » se rencontra. « Cela ne va guère à la circonstance. Oh, bah n'importe. » Après quoi, il fuma 3 pipes et alla se coucher. Le lendemain, quand il fut debout, vers 2 heures environ, il avait dormi tard, Rodolphe se fit cueillir une corbeille d'abricots. Il disposa la lettre dans le fond, sous des feuilles de vigne, et ordonna tout de suite à Girard, son valet de charrue, de porter cela délicatement chez Madame Bovary. Il se servait de ce moyen pour correspondre avec elle, lui envoyant, selon la saison, des fruits ou du gibier. « Si elle te demande de mes nouvelles, dit-il, tu répondras que je suis parti en voyage. Il faut remettre le panier à elle-même, en main propre. Va et prends garde. » Girard passa sa blouse neuve, noua son mouchoir autour des abricots, et marchant à grands pas lourds dans ses grosses galoches ferrées, prit tranquillement le chemin d'Yonville. Madame Bovary, quand il arriva chez elle, arrangeait avec félicité sur la table de la cuisine un paquet de linge. « Voilà, dit le valet, ce que notre maître vous envoie. » Elle fut saisie d'une appréhension. Et, tout en cherchant quelques monnaies dans sa poche, elle considérait le paysan d'un œil hagard, tandis qu'il la regardait lui-même avec ébahissement, ne comprenant pas qu'un pareil cadeau pût tant émouvoir quelqu'un. Enfin il sortit, Félicité restait. Elle n'y tenait plus, elle courut dans la salle comme pour y porter les abricots, renversa le panier, arracha les feuilles, trouva la lettre, l'ouvrit, et, comme s'il y avait eu derrière elle un effroyable incendie, Emma se mit à fuir vers sa chambre, tout épouvantée. Charles y était, elle l'aperçut. Il lui parla, elle n'entendit rien, et elle continua vivement à monter les marches, haletante, éperdue, ivre, et toujours tenant cette horrible feuille de papier qui lui claquait dans les doigts comme une plaque de tôle. Au second étage, elle s'arrêta devant la porte du grenier qui était fermée. Alors elle voulut se calmer, elle se rappela la lettre. Il fallait la finir, elle n'osait pas. D'ailleurs, où, comment, on la verrait. Ah non, ici, pensa-t-elle, je serai bien. Emma poussa la porte et entra. Les ardoises laissaient tomber d'aplomb une chaleur lourde qui lui serrait les tempes et l'étouffait. Elle se traîna jusqu'à la mansarde close, dont elle tira le verrou, et la lumière éblouissante jaillit d'un bond. En face, par-dessus les toits, la pleine campagne s'étalait à perte de vue. En bas, sous elle, la place du village était vide. Les cailloux du trottoir scintillaient, les girouettes des maisons se tenaient immobiles. Au coin de la rue, il partit d'un étage inférieur une sorte de ronflement à modulation stridente. C'était Binet qui tournait. Elle s'était appuyée contre l'embrasure de la mansarde, et elle relisait la lettre avec des ricanements de colère. Mais plus elle y fixait d'attention, plus ses idées se confondaient. Elle le revoyait, elle l'entendait, elle l'entourait de ses 2 bras, et des battements de cœur qui la frappaient sous la poitrine comme à grands coups de bélier s'accéléraient l'un après l'autre à intermittence inégale. Elle jetait les yeux tout autour d'elle avec l'envie que la terre croulât. Pourquoi n'en pas finir? Qui la retenait donc? Elle était libre! Et elle s'avança, elle regarda les pavés en se disant « Allons, allons ». Le rayon lumineux qui montait d'en bas directement tirait vers l'abîme le poids de son corps. Il lui semblait que le sol de la place oscillant s'élevait le long des murs et que le plancher s'inclinait par le bout à la manière d'un vaisseau qui tangue. Elle se tenait tout au bord, presque suspendue, entourée d'un grand espace. Le bleu du ciel l'envahissait, l'air circulait dans sa tête creuse, elle n'avait qu'à céder,
qu'à se laisser prendre, et le ronflement du tour ne discontinuait pas, comme une voix furieuse qui l'appelait. « Ma femme! Ma femme !» cria Charles. Elle s'arrêta. « Ah, mais où es-tu donc? Arrive !» L'idée qu'elle venait d'échapper à la mort faillit la faire s'évanouir de terreur. Elle ferma les yeux, puis elle tressaillit au contact d'une main sur sa manche. C'était Félicité. « Monsieur vous attend, madame. La soupe est servie. » Et il fallut descendre. Il fallut se mettre à table. Elle essaya de manger. Les morceaux l'étouffaient. Alors elle déplia sa serviette comme pour en examiner les reprises et voulut réellement s'appliquer à ce travail, compter les fils de la toile. Tout à coup, le souvenir de la lettre lui revint. L'avait-elle donc perdue? Ou la retrouvée? Mais elle éprouvait une telle lassitude dans l'esprit que jamais elle ne put inventer un prétexte à sortir de table. Puis elle était devenue lâche. Elle avait peur de Charles. Il savait tout, c'était sûr. En effet, il prononça ces mots singulièrement. « Nous ne sommes pas prêts, à ce qu'il paraît, de voir monsieur Rodolphe. »« Qui te l'a dit ?» fit-elle en tressaillant. « Qui me l'a dit ?» répliqua-t-il d'un peu surpris de ce ton brusque. « C'est Girard que j'ai rencontré tout à l'heure à la porte du café français. Il est parti en voyage. Ou il doit partir. » Elle eut un sanglot. « Quoi donc t'étonne? Il s'absente ainsi de temps à autre pour se distraire, et ma foi, je l'approuve. Quand on a de la fortune et qu'on est garçon... Du reste, il s'amuse joliment, notre ami. C'est un farceur. Monsieur Langlois m'a conté... » Il se tut par convenance à cause de la domestique qui entrait. Celle-ci replaça dans la corbeille les abricots répandus sur l'étagère. Charles, sans remarquer la rougeur de sa femme, se les fit apporter, en prit un et mordit à même. « Oh, parfait !» disait-il. « Tiens, goûte !» Et il tendit la corbeille qu'elle repoussa doucement. « Sens donc, oh, quelle odeur !» fit-il en la lui passant sous le nez à plusieurs reprises. « J'étouffe !» s'écria-t-elle en se levant d'un bond. Mais par un effort de volonté, ce spasme disparut. Puis... « Ce n'est rien !» dit-elle. « Ce n'est rien, c'est nerveux. Assieds-toi, mange !» Car elle redoutait qu'on ne fût à la questionner, à la soigner et qu'on ne la quittât plus. Charles, pour lui obéir, s'était rassis, et il crachait dans sa main les noyaux des abricots qu'il déposait ensuite dans son assiette. Tout à coup, un tilbury bleu passa au grand trot sur la place. Emma poussa un cri et tomba roide par terre, à la renverse. En effet, Rodolphe, après bien des réflexions, s'était décidé à partir pour Rouen. Or, comme il n'y a de la Huchette à Buchy pas d'autre chemin que celui d'Yonville, il lui avait fallu traverser le village, et Emma l'avait reconnu à la lueur des lanternes qui coupaient comme un éclair le crépuscule. Le pharmacien, au tumulte qui se faisait dans la maison, s'y précipita. La table avec toutes les assiettes était renversée. De la sauce, de la viande, les couteaux, la salière et l'huilier jonchaient l'appartement. Charles appelait au secours. Berthe, effarée, criait, et Félicité, dont les mains tremblaient, délaçait madame qui avait le long du corps des mouvements convulsifs. « Je cours !» dit l'apothicaire. « Cherchez dans mon laboratoire un peu de vinaigre aromatique. » Puis, comme elle rouvrait les yeux en respirant le flacon, « J'en étais sûr, fit-il. Ça vous réveillerait un mort. »« Parle-nous, disait Charles. Parle-nous, remets-toi. C'est moi ton Charles qui t'aime. Me reconnais-tu? Tiens, voilà ta petite fille, embrasse-la donc. » L'enfant avançait les bras vers sa mère pour se pendre à son cou. Mais détournant la tête, Emma dit d'une voix saccadée. « Non, non, personne. » Elle s'évanouit encore. On la porta sur son lit. Elle restait étendue, la bouche ouverte, les paupières fermées, les mains à plat, immobile et blanche comme une statue de cire. Il sortait de ses yeux 2 ruisseaux de larmes qui coulaient lentement sur l'oreiller. Charles, debout, se tenait au fond de l'alcôve, et le pharmacien près de lui gardait ce silence méditatif qu'il est convenable d'avoir dans les occasions sérieuses de la vie. « Rassurez-vous, dit-il en lui poussant le coude. « Je crois que le paroxysme est passé. »« Oui, elle repose un peu maintenant, » répondit Charles qui la regardait dormir. « Pauvre femme, la voilà retombée. » Alors Homais demanda comment cet accident était survenu. Charles répondit que cela l'avait saisie tout à coup pendant qu'elle mangeait des abricots. « Extraordinaire !» reprit le pharmacien. « Mais il se pourrait que les abricots eussent occasionné la syncope. Il y a des natures si impressionnables à l'encontre de certaines odeurs. Et ce serait même une belle question à étudier, tant sous le rapport pathologique que sous le rapport physiologique. Les prêtres en connaissent l'importance, eux qui ont toujours mêlé des aromates à leurs cérémonies. C'est pour vous stupéfier l'entendement et provoquer des extases, chose d'ailleurs facile à obtenir chez les personnes du sexe qui sont plus délicates que les autres. On en cite qui s'évanouissent à l'odeur de la corne brûlée, du pain tendre. « Prenez garde de l'éveiller, dit à voix basse Bovary. « Et non seulement,
continua l'apothicaire. Les humains sont en but à ces anomalies, mais encore les animaux. Ainsi, vous n'êtes pas sans savoir l'effet singulièrement aphrodisiaque que produit le Nepeta cataria, vulgairement appelé herbe au chat sur la jante féline. Et d'autre part, pour citer un exemple que je garantis authentique, Bridou, un de mes anciens camarades actuellement établi rue Malpalu, possède un chien qui tombe en convulsion dès qu'on lui présente une tabatière. Souvent même en fait-il l'expérience devant ses amis à son pavillon du Bois-Guillaume. Croirait-on qu'un simple sternutatoire pût exercer de tels ravages dans l'organisme d'un quadrupède? C'est extrêmement curieux, n'est-il pas vrai? Oui, dit Charles qui n'écoutait pas. Cela nous prouve, reprit l'autre en souriant avec un air de suffisance bénigne, les irrégularités sans nombre du système nerveux. Pour ce qui en est de madame, elle m'a toujours paru, je l'avoue, une vraie sensitive. Aussi ne vous conseillerais-je point, mon bon ami, aucun de ces prétendus remèdes qui, sous prétexte d'attaquer les symptômes, attaquent le tempérament. Non, pas de médicamentation oiseuse. Du régime, voilà tout. Des sédatifs, des émollients, des dulcifiants. Puis ne pensez-vous pas qu'il faudrait peut-être frapper l'imagination? En quoi? Comment? Dit Bovary. Ah, c'est là la question. Telle est effectivement la question. That is the question, comme je lisais dernièrement dans le journal. Mais Emma, se réveillant, s'écria « Et la lettre? Et la lettre ?» On crut qu'elle avait le délire. Elle lut à partir de minuit. Une fièvre cérébrale s'était déclarée. Pendant 43 jours, Charles ne la quitta pas. Il abandonna tous ses malades. Il ne se couchait plus. Il était continuellement à lui tâter le pouls, à lui poser des synapismes, des compresses d'eau froide. Il envoyait Justin jusqu'à Neuchâtel chercher de la glace. La glace se fondait en route, il le renvoyait. Il appela M. Canivet en consultation. Il fit venir de Rouen le docteur Larivière, son ancien maître. Il était désespéré. Ce qui l'effrayait le plus, c'était l'abattement d'Emma, car elle ne parlait pas, n'entendait rien, et même semblait ne point souffrir, comme si son corps et son âme ne fussent ensemble reposés de toute leur agitation. Vers le milieu d'octobre, elle put se tenir assise dans son lit, avec des oreillers derrière elle. Charles pleura quand il la vit manger sa première tartine de confiture. Les forces lui revinrent. Elle se levait quelques heures pendant l'après-midi, et un jour qu'elle se sentait mieux, il essaya de lui faire à son bras un tour de promenade dans le jardin. Le sable des allées disparaissait sous les feuilles mortes. Elle marchait pas à pas, en traînant ses pantoufles. Et, s'appuyant de l'épaule contre Charles, elle continuait à sourire. Ils allèrent ainsi jusqu'au fond, près de la terrasse. Elle se redressa lentement, se mit la main devant ses yeux pour regarder. Elle regarda au loin, tout au loin, mais il n'y avait à l'horizon que de grands feux d'herbe qui fumaient sur les collines. « Tu vas te fatiguer, ma chérie, » dit Bovary. Et, la poussant doucement pour la faire entrer sous la tonnelle, « Assieds-toi donc sur ce banc, tu seras bien. »« Oh non, pas là, pas là !» fit-elle d'une voix défaillante. Elle eut un étourdissement, et dès le soir, sa maladie recommença avec une allure plus incertaine, il est vrai, et des caractères plus complexes. Tantôt elle souffrait au cœur, puis dans la poitrine, dans le cerveau, dans les membres. Il lui survint des vomissements où Charles crut apercevoir les premiers symptômes d'un cancer. Et le pauvre garçon, par là-dessus, avait des inquiétudes d'argent. Fin du chapitre. Ça pue, voilà. Donc on a une illustration pendant ce chapitre. Hop, la voilà. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle encaisse pas du tout. Waouh, 43 jours, t'imagines? 43 jours alité, parce qu'elle a plus envie de vivre, en fait. Hein. Genre, il y a tout l'espoir qu'il a quitté. Oh la vache! Oh, c'est si dur pour elle. Et pour Charles. Oh, il me brise le cœur, bichon. Et du coup, on enchaîne avec le chapitre 14. J'aime bien l'habitude de 2 chapitres par jour, enfin par dimanche, même s'ils sont pas tous de la même taille et que parfois c'est assez inégal. Voyons voir comment elle s'en sort. Chapitre 14. D'abord, il ne savait comment faire pour dédommager M. Homais de tous les médicaments pris chez lui. Et quoiqu'il eût pu, comme médecin, ne pas les payer, néanmoins il rougissait un peu de cette obligation. Puis la dépense du ménage, à présent que la cuisinière était maîtresse, devenait effrayante. Les notes pleuvaient dans la maison. Les fournisseurs murmuraient. Monsieur Lheureux, surtout, le harcelait. En effet, au plus fort de la maladie d'Emma, celui-ci, profitant de la circonstance pour exagérer sa facture, avait vite apporté le manteau, le sac de nuit, 2 caisses, au lieu d'une, quantité d'autres choses encore. Charles eut beau dire qu'il n'en avait pas besoin, le marchand répondait arrogamment qu'on lui avait commandé tous ces articles et qu'il ne les reprendrait pas. D'ailleurs, ce serait contrarier madame dans sa convalescence. Monsieur réfléchirait. Bref, il était résolu à le poursuivre en justice plutôt que d'abandonner ses droits et que d'emporter ses marchandises.
Charles ordonna par la suite de les renvoyer à son magasin. Félicité oublia. Il avait d'autres soucis, on n'y pensa plus. Monsieur Lheureux revint à la charge, et tour à tour menaçant et gémissant, manœuvra de telle façon que Bovary finit par souscrire à un billet à 6 mois d'échéance. Mais à peine eut-il signé ce billet qu'une idée audacieuse lui surgit. C'était d'emprunter 1000 francs à monsieur Lheureux. Donc il demanda d'un air embarrassé s'il n'y avait pas moyen de les avoir, ajoutant que ce serait pour 1 an et au taux que l'on voudrait. Lheureux courut à sa boutique, en rapporta les écus et dicta un autre billet par lequel Bovary déclarait devoir payer à son ordre le 1er septembre prochain la somme de 1070 francs, ce qui, avec les 180 déjà stipulés, faisait juste 1250. Ainsi, prêtant à 6%, augmenté d'un quart de commission et les fournitures lui rapportant un bon tiers pour le moins, cela devait, en 12 mois, donner 130 francs de bénéfice. Et il espérait que l'affaire ne s'arrêterait pas là, qu'on ne pourrait payer les billets, qu'on les renouvellerait, et que son pauvre argent, s'étant nourri chez le médecin comme dans une maison de santé, lui reviendrait un jour considérablement plus dodu et gros à faire craquer le sac. Tout d'ailleurs lui réussissait. Il était adjudicataire d'une fourniture de cidre pour l'hôpital de Neuchâtel. Monsieur Guillaumin lui promettait des actions dans les tourbières de Gruménil, et il rêvait d'établir un nouveau service de diligence entre Argueil et Rouen qui ne tarderait pas sans doute à ruiner la guimbarde du Lion d'Or et qui, marchant plus vite, étant à prix plus bas et portant plus de bagages, lui mettrait ainsi dans les mains tout le commerce d'Yonville. Charles se demanda plusieurs fois par quel moyen l'année prochaine pouvoir rembourser tant d'argent. Et il cherchait, imaginait des expédients comme de recourir à son père ou de vendre quelque chose. Mais son père serait sourd et il n'avait, lui, rien à vendre. Alors il découvrait de tels embarras qu'il écartait vite de sa conscience un sujet de médication aussi désagréable. Il se reprochait d'en oublier Emma, comme si toutes ses pensées appartenant à cette femme c'eût été lui dérober quelque chose que d'y n'y pas continuellement réfléchir. L'hiver fut rude, la convalescence de madame fut longue. Quand il faisait beau, on la poussait dans son fauteuil auprès de la fenêtre, celle qui regardait la place, car elle avait maintenant le jardin en antipathie et la persienne de ce côté restait constamment fermée. Elle voulut que l'on vendît le cheval. Ce qu'elle aimait autrefois à présent lui déplaisait. Toutes ses idées paraissaient se borner aux soins d'elle-même. Elle restait dans son lit à faire de petites collations, sonnait sa domestique pour s'informer de ses tisanes ou pour causer avec elle. Cependant, la neige sur le toit des halles jetait dans la chambre un reflet blanc, immobile. Ensuite, ce fut la pluie qui tombait. Et Emma, quotidiennement, attendait, avec une sorte d'anxiété, l'infaillible retour d'événements minimes qui pourtant ne lui importaient guère. Le plus considérable était, le soir, l'arrivée de l'hirondelle. Alors l'aubergiste criait, et d'autres voix répondaient, tandis que le falot d'Hippolyte, qui cherchait les coffres sur sa bâche, faisait comme une étoile dans l'obscurité. À midi, Charles rentrait, ensuite il sortait, puis elle prenait un bouillon, et vers 5 heures, à la tombée du jour, les enfants qui s'en revenaient de la classe, traînant leurs sabots sur le trottoir, frappaient tous avec leurs règles la cliquette des auvents les uns après les autres. C'était à cette heure-là que M. Bournisien venait la voir. Il s'enquérait de sa santé, lui apportait des nouvelles et l'exhortait à la religion dans un petit bavardage câlin qui ne manquait pas d'agrément. La vue seule de sa soutane la réconfortait. Un jour qu'au plus fort de sa maladie elle s'était crue agonisante, elle avait demandé la communion. Et à mesure que l'on faisait dans sa chambre les préparatifs pour le sacrement, que l'on disposait en autel la commode encombrée de sirop et que Félicité semait par terre des fleurs de dahlia, Emma sentait quelque chose de fort passant sur elle, qui la débarrassait de ses douleurs, de toute perception, de tout sentiment. Sa chair allégée ne pesait plus, une autre vie commençait. Il lui sembla que son être montant vers Dieu allait s'anéantir dans cet amour, comme un encens allumé qui se dissipe en vapeur. On aspergea d'eau bénite les draps du lit, le prêtre retira du Saint-Ciboire la blanche hostie, et ce fut en défaillant d'une joie céleste qu'elle avança les lèvres pour accepter le corps du Sauveur qui se présentait. Les rideaux de son alcôve se gonflaient mollement autour d'elle, en façon de nuée, et les rayons de 2 cierges brûlant sur la commode lui parurent être des gloires éblouissantes. Alors elle laissa retomber sa tête, croyant entendre dans les espaces le chant des harpes séraphiques et apercevoir en un ciel d'azur, sur un trône d'or, au milieu des saints tenant des palmes vertes, Dieu le Père, tout éclatant de majesté, et qui d'un signe faisait descendre vers la terre des anges aux ailes de flamme pour l'emporter dans leurs bras. Cette vision splendide demeura dans sa mémoire comme la chose la plus belle qu'il fût possible de rêver. Si bien qu'à présent, elle s'efforçait d'en ressaisir la sensation, qui continuait cependant, mais d'une manière moins exclusive et avec une douceur aussi profonde. Son âme, courbatue d'orgueil, se reposait enfin dans l'humilité chrétienne. Et, savourant le plaisir d'être faible, Emma contemplait en elle-même la destruction de sa volonté, qui devait faire aux envahissements de la grâce une large entrée. Il existait donc, à la place du bonheur des félicités plus grandes, un autre amour au-dessus de tous les amours, sans intermittence ni fin,
et qui s'accroîtrait éternellement. Elle entrevit parmi les illusions de son espoir un état de pureté flottant au-dessus de la terre, se confondant avec le ciel où elle aspira d'être. Elle voulut devenir une sainte. Elle acheta des chapelets, elle porta des amulettes. Elle souhaitait avoir dans sa chambre au chevet de sa couche un reliquaire enchâssé d'émeraude pour le baiser tous les soirs. Le curé s'émerveillait de ces dispositions, bien que la religion d'Emma, trouvait-il, pût à force de ferveur finir par friser l'hérésie et même l'extravagance. Mais, n'étant pas très versé dans ces matières, sitôt qu'elle dépassait une certaine mesure, il écrivait à M. Boulard, libraire de Monseigneur, de lui envoyer quelque chose de fameux pour une personne du sexe qui était pleine d'esprit. Le libraire, avec autant d'indifférence que s'il eût expédié de la quincaillerie à des nègres, vous emballa pêle-mêle tout ce qui avait cours pour l'or dans le négoce des livres pieux. C'étaient de petits manuels par demande et par réponse, des pamphlets d'un ton rogue dont la manière de M. de Maistre et des espèces de romans à cartonnage rose et à style douceâtre, fabriqués par des séminaristes troubadours ou des bas bleus repentis. Il y avait le « Pensez-y bien », L'homme du monde au pied de Marie, par M. de... décoré de plusieurs ordres, des erreurs de Voltaire à l'usage des jeunes gens, etc. Madame Bovary n'avait pas encore l'intelligence assez nette pour s'appliquer sérieusement à n'importe quoi. D'ailleurs, elle entreprit ses lectures avec trop de précipitation. Elle s'irrita contre les prescriptions du culte, l'arrogance des écrits polémiques lui déplut par leur acharnement à poursuivre des gens qu'elle ne connaissait pas, et les contes profanes relevés de religion lui parurent écrits dans une telle ignorance du monde qu'ils l'écartèrent insensiblement des vérités dont elle attendait la preuve. Elle persista pourtant, et lorsque le volume lui tombait des mains, elle se croyait prise par la plus fine mélancolie catholique qu'une âme éthérée pût concevoir. Quant au souvenir de Rodolphe, elle l'avait descendu tout au fond de son cœur, et il restait là, plus solennel et plus immobile qu'une momie de roi dans un souterrain. Une exhalaison s'échappait de ce grand amour embaumé et qui, passant à travers tout, parfumait de tendresse l'atmosphère d'immaculation où elle voulait vivre. Quand elle se mettait à genoux sur son prie-dieu gothique, elle adressait au Seigneur les mêmes paroles de suavité qu'elle murmurait jadis à son amant, dans les épanchements de l'adultère. C'était pour faire venir la croyance, mais aucune délectation ne descendait des cieux, et elle se relevait les membres fatigués, avec le sentiment vague d'une immense duperie. Cette recherche, pensait-elle, n'était qu'un mérite de plus, et dans l'orgueil de sa dévotion, Emma se comparait à ces grandes dames d'autrefois dont elle avait rêvé la gloire sur un portrait de la Vallière, et qui, traînant avec tant de majesté la queue chamarrée de leurs longues robes, se retiraient en des solitudes pour y répandre au pied du Christ toutes les larmes d'un cœur que l'existence blessait. Alors elle se livra à des charités excessives. Elle cousait des habits pour les pauvres, elle envoyait du bois aux femmes en couche, et Charles, un jour en rentrant, trouva dans la cuisine 3 vauriens attablés qui mangeaient un potage. Elle fit revenir à la maison sa petite-fille, que son mari, durant sa maladie, avait renvoyée chez la nourrice. Elle voulut lui apprendre à lire. Berthe avait beau pleurer, elle ne s'irritait plus. C'était un parti pris de résignation, une indulgence universelle. Son langage à propos de tout était plein d'expressions idéales. Elle disait à son enfant « Ta colique est-elle passée, mon ange ?» Madame Bovary mère ne trouvait rien à blâmer, sauf peut-être cette manie de tricoter des camisoles pour les orphelins au lieu de raccommoder ses torchons. Mais, harassée de querelles domestiques, la bonne femme se plaisait en cette maison tranquille. Et même elle y demeura jusqu'après Pâques, afin d'éviter les sarcasmes du père Bovary, qui ne manquait pas tous les vendredis saints de se commander une andouille. Outre la compagnie de sa belle-mère, qui la raffermissait un peu plus par sa rectitude de jugement et ses façons graves, Emma, presque tous les jours, avait encore d'autres sociétés. C'était Madame Langlois, Madame Caron, Madame Dubreuil, Madame Tuvache, et régulièrement, de 2 à 5 heures, l'excellente Madame Homais, qui n'avait jamais voulu croire celle-là à aucun des cancans que l'on débitait sur sa voisine. Les petits Homais aussi venaient la voir. Justin les accompagnait. Il montait avec eux dans la chambre et il restait debout près de la porte, immobile, sans parler. Souvent même, Madame Bovary, n'y prenant garde, se mettait à sa toilette. Elle commençait par retirer son peigne en secouant sa tête d'un mouvement brusque, et quand il aperçut la première fois cette chevelure entière qui descendait jusqu'au jarret en déroulant ses anneaux noirs, ce fut pour lui, le pauvre enfant, comme l'entrée subite dans quelque chose d'extraordinaire et de nouveau dont la splendeur l'effraya. Emma, sans doute, ne remarquait pas ces empressements silencieux ni ces timidités. Elle ne se doutait point que l'amour disparu de sa vie palpitait là, près d'elle, sous cette chemise de grosse toile, dans ce cœur d'adolescent ouvert aux émanations de sa beauté. Du reste, elle enveloppait tout maintenant d'une telle indifférence, elle avait des paroles si affectueuses et des regards si hautains, des façons si diverses, que l'on ne distinguait plus l'égoïsme de la charité ni la corruption de la vertu.
Un soir, par exemple, elle s'emporta contre sa domestique qui lui demandait à sortir, et balbutia en cherchant un prétexte, puis tout à coup « Tu l'aimes donc ?» dit-elle, et sans attendre la réponse de Félicité qui rougissait, elle ajouta d'un air triste « Allons, cours-y, amuse-toi. » Elle fit, au commencement du printemps, bouleverser le jardin d'un bout à l'autre malgré les observations de Bovary. Il fut heureux cependant de l'avoir enfin manifesté une volonté quelconque. Elle en témoignait davantage à mesure qu'elle se rétablissait. D'abord, elle trouva moyen d'expulser la mère Rollet, la nourrice, qui avait pris l'habitude pendant sa convalescence de venir trop souvent à la cuisine avec ses 2 nourrissons et son pensionnaire, plus endetté qu'un cannibale. Puis elle se dégagea de la famille Homais, congédia successivement toutes les autres visites et même fréquenta l'église avec moins d'assiduité, à la grande approbation de l'apothicaire qui lui dit alors amicalement « Vous donniez un peu dans la calotte, hein ?» Monsieur Bournisien, comme autrefois, survenait tous les jours en sortant du catéchisme. Il préférait rester dehors à prendre l'air au milieu du bocage. Il appelait ainsi la tonnelle. C'était l'heure où Charles rentrait. Ils avaient chaud. On apportait du cidre doux et ils buvaient ensemble au complet rétablissement de madame. Binet se trouvait là, c'est-à-dire un peu plus bas, contre le mur de la terrasse, à pêcher des écrevisses. Bovary l'invitait à se rafraîchir et il s'entendait parfaitement à déboucher les cruchons. « Il faut, disait-il en promenant autour de lui et jusqu'aux extrémités du paysage un regard satisfait, tenir ainsi la bouteille d'aplomb sur la table et après que les ficelles sont coupées, pousser le liège à petits coups, doucement, doucement, comme on fait d'ailleurs à l'eau de Seltz dans les restaurants. » Mais le cidre, pendant sa démonstration, souvent leur jaillissait en plein visage. Et alors l'ecclésiastique, avec un rire opaque, ne manquait jamais cette plaisanterie. « Ah bah sa bonté saute aux yeux !» Il était brave homme, en effet, et même un jour ne fut point scandalisé du pharmacien qui conseillait à Charles, pour distraire madame, de l'amener au théâtre de Rouen voir l'illustre ténor Lagardy. Homais, s'étonnant de ce silence, voulut savoir son opinion, et le prêtre déclara qu'il regardait la musique comme moins dangereuse pour les mœurs que la littérature. Mais le pharmacien prit la défense des lettres. Le théâtre, prétendait-il, servait à fronder les préjugés, et sous le masque du plaisir, enseignait la vertu. Castigat grigendo mores, monsieur Bournisien. Ainsi regardez la plupart des tragédies de Voltaire. Elles sont semées habilement de réflexions philosophiques qui en font pour le peuple une véritable école de morale et de diplomatie. Moi, dit Binet, j'ai vu autrefois une pièce intitulée Le gamin de Paris, où on remarque le caractère d'un vieux général qui est vraiment tapé. Il rembarre un fils de famille qui avait séduit une ouvrière, qui, à la fin... Certainement, continuait Homais, il y a la mauvaise littérature comme il y a la mauvaise pharmacie. Mais condamner en bloc le plus important des beaux-arts me paraît une balourdise, une idée gothique digne de ces temps abominables où l'on enfermait Galilée. Je le sais bien, objecta le curé, qu'il existe de bons ouvrages, de bons auteurs. Cependant, ne serait-ce que ces personnes de sexes différents réunies dans un appartement enchanteur, orné de pompes mondaines, et puis ces déguisements païens, ce phare, ces flambeaux, ces fois efféminés, tout cela doit finir par engendrer un certain libertinage d'esprit et vous donner des pensées déshonnêtes, des tentations impures. Telle est du moins l'opinion de tous les pères. Enfin, ajouta-t-il en prenant subitement un ton de voix mystique tandis qu'il roulait sur son pouce une prise de tabac, si l'Église a condamné les spectacles, c'est qu'elle avait raison. Il faut nous soumettre à ses décrets. Pourquoi, demanda l'apothicaire, excommunie-t-elle les comédiens? Car autrefois ils concouraient ouvertement aux cérémonies du culte. Oui, on jouait, on représentait au milieu du chœur des espèces de farces appelées mystères, dans lesquelles les lois de la décence, souvent, se trouvaient offensées. L'ecclésiastique se contenta de pousser un gémissement, et le pharmacien poursuivit. C'est comme dans la Bible. Il y a, savez-vous, plus d'un détail piquant, des choses vraiment gaillardes. Et, sur un geste d'irritation que faisait M. Bournisien, « Ah, vous conviendrez que ce n'est pas un livre à mettre entre les mains d'une jeune personne, et je serais fâché qu'Athalie... »« Ah, mais ce sont les protestants et non pas nous !» s'écria l'autre impatienté, qui recommande la Bible. « N'importe, dit Homais. Je m'étonne que de nos jours, en un siècle de lumière, on s'obstine encore à proscrire un délassement intellectuel qui est inoffensif, moralisant et même hygiénique quelquefois. N'est-ce pas, docteur ?»« Sans doute, répondit le médecin nonchalamment, soit que, ayant les mêmes idées, il voulut n'offenser personne, ou bien qu'il n'eût pas d'idée. La conversation semblait finie quand le pharmacien jugea convenable de pousser une dernière botte. « J'en ai connu des prêtres qui s'habillaient en bourgeois pour aller voir gigoter des danseuses. »« Allons donc, fit le curé. »« Ah, j'en ai connu !» Et, séparant les syllabes de sa phrase, Homais répéta « J'en ai connu !»
Eh bien, ils avaient tort, dit Bournisien résigné à tout entendre. Parbleu, ils en font bien d'autres, exclama l'apothicaire. Monsieur, reprit l'ecclésiastique avec des yeux si farouches que le pharmacien en fut intimidé. Je veux seulement dire, répliqua-t-il alors d'un ton moins brutal, que la tolérance est le plus sûr moyen d'attirer les âmes à la religion. C'est vrai, concéda le bonhomme en se rasseyant sur sa chaise. Mais il n'y resta que 2 minutes. Puis dès qu'il fut parti, M. Homais dit au médecin « Ah, voilà ce qui s'appelle une prise de bec, hein. Je l'ai roulé, vous avez vu? D'une manière !» Enfin, croyez-moi, conduisez madame au spectacle, ne serait-ce que pour faire une fois dans votre vie enrager un de ces corbeaux-là, sa prelote. Si quelqu'un pouvait me remplacer, je vous accompagnerais moi-même. Allez, dépêchez-vous, la Gardine donnera qu'une seule représentation, il est engagé en Angleterre à des appointements considérables. C'est à ce qu'on assure un fameux lapin, il roule sur l'or. Il mène avec lui 3 maîtresses et son cuisinier. Tous ces grands artistes brûlent la chandelle par les 2 bouts. Il leur faut une existence dévergondée qui excite un peu l'imagination, mais ils meurent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas eu l'esprit, étant jeunes, de faire des économies. Allons, bon appétit, à demain. Cette idée de spectacle germa vite dans la tête de Bovary, car aussitôt il en fit part à sa femme, qui refusa tout d'abord, alléguant la fatigue, le dérangement, la dépense. Mais par extraordinaire, Charles ne céda pas, tant il jugeait cette récréation lui devoir être profitable. Il n'y voyait aucun empêchement. Sa mère leur avait expédié 300 francs, sur lesquels il ne comptait plus, les dettes courantes n'avaient rien d'énorme, et l'échéance des billets à payer au sieur Lheureux était encore si longue qu'il n'y fallait pas songer. D'ailleurs, imaginant qu'elle y mettait de la délicatesse, Charles insista davantage, si bien qu'elle finit, à force d'obsession, par se décider. Et le lendemain, à 8 heures, ils s'emballèrent dans l'hirondelle. L'apothicaire, que rien ne retenait à Yonville, mais qui se croyait contraint de n'en pas bouger, soupira en les voyant partir. « Allons, bon voyage, leur dit-il, heureux mortels que vous êtes. » Puis, s'adressant à Emma qui portait une robe de soie bleue à 4 falbalas, « Je vous trouve jolie comme un amour. Vous allez faire florès à Rouen. » La diligence descendait à l'hôtel de la Croix-Rouge, sur la place Beauvoisine. C'était une de ces auberges comme il y en a dans tous les faubourgs de province, avec de grandes écuries et de petites chambres à coucher où l'on voit au milieu de la cour des poules picorant l'avoine sous les cabriolets crottés des commis voyageurs. Bon vieux gîte à balcon de bois vermoulu qui craque au vent dans les nuits d'hiver. Continuellement plein de monde, de vacarmes et de mangeailles, dont les tables noires sont poissées par les glorias, les vitres épaisses jaunies par les mouches, les serviettes humides tachées par le vin bleu, et qui, sentant toujours le village comme des valets de ferme habillés en bourgeois, ont un café sur la rue et du côté de la campagne, un jardin à légumes. Charles immédiatement se mit en course. Il confondit l'avant-scène avec les galeries, le parquet avec les loges, demanda des explications, ne les comprit pas, fut renvoyé du contrôleur au directeur, revint à l'auberge, retourna au bureau, et plusieurs fois ainsi arpentant toute la longueur de la ville depuis le théâtre jusqu'au boulevard. Madame s'acheta un chapeau, des gants, un bouquet. Monsieur craignait beaucoup de manquer le commencement, et sans avoir eu le temps d'avaler un bouillon, ils se présentèrent devant les portes du théâtre qui étaient encore fermées. Et c'est la fin de ce second chapitre. On est donc à la page 262. Je prends du coup la page vide qui est là. J'ai trouvé ce chapitre hyper intéressant. J'ai perdu mon marque-page. Retrouvé. Je disais, j'ai trouvé ce chapitre hyper intéressant. Bon, déjà, le désespoir d'Emma qui du coup trouve une échappatoire d'abord dans la vie sociale, après dans la religion, et après à nouveau la vie sociale. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant à suivre. J'avoue que Rouen, c'est là où il y avait le premier mec. Comment il s'appelait? C'était pas Louis. Comment il s'appelait le premier? Léon. C'était pas. J'avais la bonne première lettre. Léon était parti à Rouen. Alors, ça serait un gros hasard, hein, je le conçois, mais est-ce qu'elle recroiserait pas Léon? Ou alors Rodolphe? Mais je pense que Rodolphe, là, c'est mort. Rodolphe, c'est fini, tu vois. Peut-être on le recroisera plus tard encore, mais là, je pense que c'est trop rapide. Par contre, Léon, ça serait une sacrée différence. Non, j'ai un truc dans l'œil, mais ça serait une sacrée différence parce que au commencement, quand ils se sont croisés, les deux n'avaient aucune expérience en adultère, on va dire. Léon n'avait aucune expérience avec les femmes tout court. On peut supposer qu'à Rouen, ça a changé. Et Emma était encore très sage, alors que maintenant, elle a juste envie de ne plus l'être. En vrai, s'ils se recroisaient, ça pourrait partir en couille, je pense. Et par contre, il faut espérer que Léon soit resté sympa et que ce soit pas devenu un gougnafier lui aussi. Voilà, un gros débauché. Donc écoutez, à voir. Le fait qu'elle aille au théâtre, c'est plutôt positif. Charles est vraiment super mignon avec elle, ça me fait grave mal au cœur. Et le côté thune, ça pue de ouf. Hein. Le fait qu'il mette rien de côté, qu'il a pris un billet à crédit avec l'autre qui veut juste les entuber.
Ça pue niveau thune, mais et ça pue niveau... Enfin, en tout cas, là, il y a plus d'amants, mais je pense que Rouen... Ah, je vois ça gros comme une maison. Vraiment, qu'elle recroise Léon, ça ne m'étonnerait pas du tout. J'attends donc vos ressentis, impressions et souhaits pour l'avenir en commentaire, et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de Emma. Mouah, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite plein de belles lectures pour cette semaine.